Mardi aujourd'hui et c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour l'aventure de ce matin. Madame, Messieurs fidèles téléspectateurs, bonjour et merci de nous suivre. Merci de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV et de nous suivre bien sûr sur les bouquets numéro 8 et 265 du bouquet Canal Plus. Merci de votre fidélité. Alors bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour de Faso. Aujourd'hui nous allons discuter avec la Ligue des consommateurs du Burkina. Vous le savez, en période de carême, il y a ce qu'on appelle la hausse des prix des produits de grande consommation. Même si à la réponse gouvernementale, nous allons justement parler de tout ça avec le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, M. Dasmane Traoré, qui est notre invité d'aujourd'hui. Alors, plus tard, on parlera également d'autres choses avec des annonceurs qui seront là pour nous parler de leurs produits. Merci de votre fidélité, merci d'être là, merci de nous renouveler cette fidélité. On va commencer l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte d'eux et on part à Motili dans le village de Kouanda pour découvrir le avec l'eau. Et je rappelle que c'est l'œuvre du sociologue M. Alassane Samoura, qui est d'ailleurs passionné des questions d'eau. On va vous inviter à l'écouter puisque c'est lui le promoteur du musée de l'eau. On l'écoute et puis on revient. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle. Mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne s'y est pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée
du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique. Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Et bien installé sur ce plateau. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. On va découvrir les titres d'abord. Effectivement, on va commencer tout de suite et maintenant par l'observateur Palka qui affiche à sa une gain PMUB à Banfora avec 89 millions de francs CFA. Ça roule pour ce mécanicien auto. Présidence du FASO, agent, présentez vos diplômes. FESPACO 2025, le ministre de la Culture honore nos lauréats. Liste électorale provisoire ivoirienne, sans Gbagbo évidemment. Lancement concours professionnel 2025, les inspecteurs du travail ouvrent le bal. Les étalons au Maroc, les seniors à El Jedida, les cadets à Mohamedia. La Lucane des anciennes Gouloirs, Sanou Mathurin, Banner ou la Force Tranquille. Sidoya affiche à sa une voirie de Basenko. Le ministre Adama Luc Sogo inspecte les chantiers. Organisation internationale de la francophonie, le Niger se retire. Loterie nationale burkinabé, l'électricien Ibrahim Ouattara décroche 89 485 500 francs CFA à Banfora. Présidence du FASO, une opération de contrôle des diplômes lancée. Carnet santé, ok, éviter les boissons gazeuses, FESPACO 2025, la moisson présentée au ministre Gilbert Ouedraogo. Trait de plume, Washington, Pretoria, plus rien ne va. Le quotidien affiche à sa une Alex Moussa Savadogo, délégué général du FESPACO. Il ne faut pas juste remporter le FESPACO, il faut aussi remporter des prix sur d'autres festivals. Bureau des douanes de Bobo Gare, des agents poursuivis pour abus de fonction, exonération et franchise illégale. Projet d'aménagement et de bitumage donc à Ouaga et à Bobo, le ministre Sogo sur des chantiers dans la capitale. Présidence du FASO, une opération de contrôle des diplômes lancée. L'Express du FASO, titre à sa une, détournement d'engrais à Bama, 3 personnes incarcérées à la maison d'arrêt des corrections des Baux du Lasso. Autant le dire, c'est qu'il reste à faire maintenant qu'on a la situation de notre pays
FESPACO 2025, les lauréats burkinabés présentent leur trophée au ministre Gilbert Ouedraogo. Ouverture et rechargement des voies à Farakoba. Pendant les pluies, il était difficile d'accéder aux lieux publics. Conseil national de l'économie informelle, chrétiens et musulmans rompent le jeûne ensemble. Bourg-du-Lasso, les propriétaires des charrettes invités à payer leurs taxes. Marché du secteur 25 de Bobo, retrait des boutiques pour non-paiement de loyer. Présidence du Faso, contrôle de l'authenticité des diplômes. Aujourd'hui au Faso, titre à sa une, AG ordinaire des actionnaires de BOA Burkina Faso, un bénéfice net de 22 milliards 419 millions 223 685 francs CFA réalisé en 2024. Des agents mineurs, les droits de dédouanement, l'ambassadeur Igor Martinov chez le ministre Gilbert. La ministre Pélagie Cabré fait une visite de plaidoyer à l'UNICEF à New York. Armée de terre, nonce des porcelaines de l'école nationale des sous-officiers d'active. CHR de Ziaré, un docteur en visite nommé Kagoubou. Rupture des relations du Rwanda avec la Belgique, jusqu'où s'arrêteront les effets collatéraux de la guerre à l'est de la RD Congo. Direction générale des douanes, début d'une formation en planification stratégique et suivi évaluation. Le journal La Nation titre à sa une, retour sur le FESPACO 2025 entre ferveur festive, business, émotion et plainte des festivaliers. Simone Bagbo et Abir Moussi, des loups politiques aux babines fermissantes. Association féminine Yanyongba pour la paix dans le monde, un panel pour faire de la famille un facteur de cohésion sociale. AG du comité burkinabé de la route et du transport routier. Les acteurs du transport routier adoptent le programme d'activité 2025. Crise au Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Coup de gueule des acteurs sur la gestion de Moumouni Diala. Présidentielle 2025 à Abidjan. Les Niaga politiques a commencé. Le pays titre à sa une, période de Ramadan, dur de trouver du sucre à Bobo. Minoration des droits. Les conseils avisés des sapeurs-pompiers. Promesse d'amélioration de la fourniture d'eau et d'électricité, vivement que le Premier ministre tienne parole. Présidence du Faso, une opération de contrôle des diplômes des agents lancés. FESPACO 2025, le ministre en charge de la culture félicite les lauréats burkinabés. On termine donc par le journal Le Curé d'Afrique qui affiche à sa une 8 mars à Zongo quand les promesses d'IB se concrétisent une semaine après. Côte d'Ivoire, le journalisme, c'est un véritable sacerdoce et un engagement. Angèle Koulaï, présidente de l'OFUMSI, directrice générale du radio Montpeko FM. La méningite, attention, risque élevé de contamination de février à mai. Le jeûne de Ramadan, bienfait sur la santé, la foi et les bénédictions. C'est tout, Abdeta, pour les unes donc des principaux journaux du jour. Merci bien, Issa, pour ces titres. Et aujourd'hui, on revient pour la phase commentaire sur l'actualité ivoirienne. On s'intéresse surtout à l'actualité politique. Une publication de liste électorale provisoire fait parler aujourd'hui. Effectivement, la commission électorale indépendante, la CEI, l'organe donc chargé d'organiser des élections en Côte d'Ivoire, a publié hier la liste électorale provisoire. Une liste qui fait polémique bien qu'elle soit provisoire parce que on note l'absence de l'ancien président Laurent Gbagbo, de son lieutenant, si on peut le dire comme ça, Charles Blé Goudé, et effectivement l'absence de Guillaume Soro. Donc les trois ténors donc de l'opposition ivoirienne n'y figurent pas, et c'est ce qui fait en tout cas trop de bruit depuis hier. Bien sûr, quand on sait que les deux autres, Charles Blé Goudé et Guillaume et Laurent Gbagbo, sont donc condamnés à 20 ans de prison chacun. Pour Laurent Gbagbo, c'est donc dans le cadre donc du braquage donc de la BCAO en Côte d'Ivoire pendant
les événements de 2010 et 2011. Donc, il est condamné à 20 ans de prison, même s'il est toujours libre de ses mouvements. Et la même peine également est appliquée à Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, comme on le sait. Il est accusé à plusieurs reprises de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, lui également, il se trouve en exil. Voilà. Et quel est le cas pour ce qui concerne justement le cas Tidiane Thiam? Tidiane Thiam, le nouveau président du PDCI RDA, donc le parti de Houphouët-Boigny, et donc son nom figure sur la liste malgré les rumeurs qui circulent depuis hier sur sa nationalité. On parlait également de sa nationalité française, ce qui lui empêchait de figurer sur la liste, mais au contraire, sur la liste provisoire, en tout cas son nom existe. En attendant que sa nationalité française soit définitivement retirée, parce qu'il a déjà engagé la procédure pour donc abandonner la nationalité française et garder celle ivoirienne. Est-ce que l'absence de Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Soro est un coup dur pour l'opposition? Bien sûr, c'est un coup dur absolument pour l'opposition, même si pour l'instant l'opposition peut compter sur Simone et Yves Gbagbo, il y a Tidiane Thiam qui est là, il y a Jean-Louis Bion qui est du PDCI RDA en même temps qui a déclaré sa candidature. Il y en a beaucoup, il y a FPI de Pascal Affi-N'Guessan, et il y en a beaucoup, mais l'absence de ces trois, en tout cas, constitue un coup dur pour l'opposition. Quand on sait que Laurent Gbagbo a une majorité, beaucoup de personnes qui le soutiennent, même chose pour Charles Blé Goudé qui, en tout cas, a beaucoup de militants, pareil pour Guillaume Soro, mais bon, on attend de voir si leur parti va décider donc de présenter d'autres candidats en dehors de ces trois-là, parce qu'au PPACI, on sait que à part Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de personnes qui peuvent porter le flambeau du parti. Il y a au GPS de Guillaume Soro, il y en a également, Charles Blé Goudé, il y en a également, donc on attend de voir si leurs partis respectifs vont pouvoir désigner d'autres personnes pour aller compétir pendant les élections d'octobre 2025. Merci beaucoup Issa. Allez, je vous en prie. On va découvrir ensemble les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Il est bien installé sur ce plateau, M. Dasmane Traoré. Il est le président de la LCB, la Ligue des consommateurs du Burkina. Bonjour à vous, M. Traoré. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on observe ces temps-ci des saisies de boissons périmées, impropres à la consommation, de poulet, impropres à la consommation, de poissons, en tout cas, ces produits-là qui reviennent. Quelle a été la part contributive de la LCB pour ces opérations qu'on voit récemment? Ok, merci beaucoup madame de nous donner encore une fois l'occasion de nous adresser aux consommateurs. C'est vrai que nous sommes dans une période de forte consommation et puisque nous sommes dans une période de grande consommation, naturellement, des dispositions ont été prises par les différents commerçants, notamment certains, qui, à la recherche effrénée du profit, en tout cas font tout pour écouler ce qui est sous le bras, même s'il n'est pas de qualité. Oui. Alors, il reviendrait certainement aux consommateurs de prendre les dispositions à cet effet, de faire attention, de façon à pouvoir s'en sortir un peu. Vous aurez constaté avec la Coordination nationale de lutte contre la fraude, pas plus tard que la semaine dernière, ils ont fait une sortie où ils ont présenté effectivement des pâtes alimentaires dont la date de péremption est échue depuis septembre 2024 et qui se retrouvaient sur le marché. Maintenant, pour déjouer la vigilance du consommateur, ces pâtes étaient donc retirées des emballages naturels, puis replacées dans des emballages plastiques. Et sur ces emballages plastiques, malheureusement, il n'y a aucune indication qui dit que c'est un tel qui l'a fabriqué, quand il l'a fabriqué et quand est-ce que ça doit se périmer. Du coup, c'est de la pâte alimentaire moins chère. Du reste, le sac qui se vendait normalement en temps normal à 18 000 francs se revend aujourd'hui à 8 000 francs sur le terrain pour rendre le produit beaucoup plus accessible et puis profiter donc de la période de forte consommation pour les écouler. Ce n'est pas le seul produit. Pas plus tard qu'hier,
il y a eu l'incinération au niveau des Yimdi de poissons avariés, etc. Pour dire que c'est du melting pot aujourd'hui, et le marché du Burkina Faso, au regard du manque de vigilance des consommateurs, est bien florissant pour certains types de consommateurs. Est-ce que quand il y a généralement, Président, quand il y a généralement des saisies ou des incinérations, la LCP a souvent contribué pour que ça arrive? Nous préférons rester dans l'anonymat, même si nous contribuons, pour des raisons évidentes de sécurité. Okay. Donc à ce niveau-là, lorsque nous recevons des appels anonymes, nous transférons le contenu des appels à qui de droit, qui se fait donc le devoir d'agir. Donc le plus souvent, nous pouvons être derrière, comme nous pouvons ne pas l'être, parce que les services aussi de l'État font leur travail, parce qu'ils ont avant tout le rôle régalien de la protection du consommateur. Ok. Et sans trahir le secret, hein, généralement, c'est quoi le processus pour qu'on arrive à des saisies ou à des incinérations? Est-ce que les citoyens contribuent? Alors, au niveau de la Ligue des consommateurs, nous avions un numéro vert qui était le 80 00 11 111. Et ce numéro vert qui avait été suspendu à un moment donné est en train d'être rétabli. Okay. Alors, pour dire que en dehors de ce numéro vert, nous avons un numéro fixe que nous communiquons régulièrement aux gens. Alors, pour dire qu'il y a des gens qui appellent et puis ils donnent avec précision là où se trouve l'anomalie. D'accord. Et en ce moment, la Ligue n'a pas le droit d'aller dire à un prestataire de service, écoute, enlève ça du marché. Non, nous n'avons pas ce droit parce que nous sommes une association. Mais nous interpellons qui de droit qui va faire donc son travail. Okay. Et la finalité, c'est que le consommateur est protégé. C'est ça l'essentiel. L'essentiel. Alors, chaque année, au mois de Ramadan, on assiste à une hausse des prix, des produits de grande consommation surtout. Pour cette année, quel est le constat que vous avez fait? Cette année 2025 n'a pas dérogé à la règle. Alors, c'est dire qu'il y a eu des augmentations. Et en marge même des augmentations, ce qui est grave, c'est qu'il y a des pénuries. Nous avons toujours dit que nous préférons, lorsqu'il y a des augmentations et qu'il y a le produit, c'est encore alors que c'est une période de consommation de ces produits-là, et il aurait été souhaitable que des dispositions soient prises à cet effet. Donc pour dire que nous sommes toujours en train d'investiguer, et c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des consommateurs sur le fait que s'ils venaient à découvrir des magasins qui contiennent ces produits-là et qui sont fermés parce que on a l'impression qu'il y a une rétention volontaire des produits de façon à créer la surenchère pour les sortir par la suite. Alors, quand c'est le cas, il faut dire que ça biaise un peu les données parce que nous sommes ensemble, consommateurs et prestataires de services, et à ce titre-là, je crois qu'ils doivent quand même faire tout pour nous satisfaire plutôt que de nous créer des ennuis pour davantage nous extorquer. C'est pas simple. Je confirme avec vous parce que nous aussi faisons le marché. Je sais qu'il y a quelques jours, on voulait du sucre en carreau. C'était impossible. Hein. On a fait quelques alimentations, on n'a pas eu, on a préféré laisser. Donc pour le sucre, vraiment, pour qu'on revienne à ça, c'est plus grave, on a envie de dire. Pas le sucre en carreau sur le marché. Et même si la solution est en train d'être trouvée avec la SN Sosuco, voilà, et bien sûr l'ouverture des boutiques témoins par le gouvernement. Comment on explique cette situation? Cette situation, nous avons dit que c'est une situation déplorable, mais il ressort qu'aujourd'hui, il y a quand même du sucre sur le terrain. Il y a du sucre et on a comme l'impression qu'il y a cette rétention, comme je le disais. Et l'objet de la rétention, c'est également ce que nous disions tantôt, pour dire que on va
lancer un appel à l'endroit donc de ces commerçants, de ces opérateurs économiques, s'ils ont effectivement le sucre par vers eux, qu'ils le sortent au moment où effectivement le besoin est là, de façon à ce que effectivement les gens puissent passer le Ramadan en bonne et due forme, plutôt que de le retenir pour des raisons inavouées. Et au niveau de la SN Sosico, des efforts sont faits pour disponibiliser le produit à travers donc les mesures du gouvernement. Nous saluons cela. Seulement nous disons que c'est pas suffisant. Pas suffisant, d'autant plus que bon, ces quantités devaient être sorties bien avant pour permettre aux gens de s'approvisionner. Et aujourd'hui, on a du sucre sur le terrain, mais malheureusement, on n'arrive pas à couvrir tout le territoire national. Ça se bouscule, hein, en tout cas pour le constat que nous avons fait au niveau des boutiques témoins. On a interviewé un monsieur qui a dit qu'il a passé justement combien d'heures de temps, pratiquement une journée sans avoir le sucre. Donc. Oui, nous sommes allés sur le terrain pour constater effectivement la procédure de distribution. Effectivement, il y a un monde fou qui témoigne véritablement le besoin qui était là. Donc, une chose est d'avoir le sucre, certes, mais une autre chose est de lutter. Bien sûr. De lutter. Il y en a qui vont très tôt le matin. Pour pouvoir avoir du sucre, on sait que c'est pas facile justement pour ces populations. Donc, on va marquer une petite pause et puis on retrouve notre invité. Nous sommes de retour sur ce plateau et je rappelle que pour l'entretien d'aujourd'hui, nous sommes avec M. Dasmane Traoré, président de la LCB. Alors, M. Traoré, on parlait du sucre qui manquait. Alors, la SN Sosico qui est devenue aujourd'hui une société d'État. Pourquoi malgré tout ça, les choses piétinent encore? Surtout qu'on a vu venir, le Ramadan, on l'a vu venir, on aurait pu mieux se préparer quand même. Oui, c'est l'observation de la Ligue aussi. Parce que on ne peut pas faire le procès de la SN Sosico à son absence. Elle serait là pour dire véritablement quelles sont les raisons qui ont conduit à cette production qui ne répondent pas à l'attente, disons, aux besoins des consommateurs. Même en temps normal, je ne crois pas que la SN Sosico soit en mesure de produire la quantité qu'il faut pour le consommateur burkinabé. Donc, il y a un complément qui est apporté de l'extérieur et ce complément, logiquement, devait exister. Et malheureusement, on ne sent pas la présence de ce complément. Et logiquement également, le gouvernement devait être en mesure d'identifier tous ceux-là qui sont dans cette situation, d'autant plus que ils ont la liste de ceux qui ont importé, les quantités qui ont été importées, et éventuellement, ils ont une traçabilité par rapport donc il nous explique ce problème de façon à ce que effectivement nous puissions rentrer en possession du sucre. Aujourd'hui, on constate également une pénurie au niveau des huiles alimentaires et ça amène une certaine spéculation là-dessus. Cette spéculation, malheureusement, tombe à une période où la demande est très forte. Du coup, ça va relever encore le niveau de l'inflation au niveau de la vie et de la cherté de la vie. Donc, c'est des choses qui sont vraiment regrettables. Est-ce que pour ces cas de l'huile et donc du sucre, est-ce que la LCB propose des solutions ou est-ce que vous avez entrepris des démarches? Bon, d'abord, au niveau de l'huile. Au niveau de l'huile, il faut dire la vérité. Lorsque vous allez dans la zone de Bobo-Dioulasso, il y a plus d'une trentaine, voire plus d'une quarantaine d'huileries. Ces huileries, toutes fonctionnent à partir de la graine de coton.
Alors cette année, le coton n'a pas véritablement donné. Donc nous avons une graine qui n'est pas à la quantité qui ne répond pas à la quantité habituelle. Et l'huile de la graine de coton ne permet pas de satisfaire au-delà du tiers du besoin national. Ça veut dire que le reste doit être importé. Encore faut-il que ce tiers soit disponible. La quantité de graines qui est donnée à la SN CITEC, dont tout le monde connaît, cette quantité également est faible au point où la SN CITEC ne peut travailler au-delà de 4 voire 5 mois maximum avec la graine qui lui est donnée. Ce qui l'a amené à trouver l'alternative d'aller avec la graine de soja. Maintenant, les autres, il faudrait qu'effectivement, ils puissent disponibiliser cette huile à partir de la graine qu'ils reçoivent. Et la condition pour que ces gens obtiennent la graine devait être claire. C'est pourquoi nous avons demandé à être associés. Cette condition devait passer d'abord par le fait qu'on doit déposer le bilan de l'année précédente, c'est-à-dire l'année N-1. Après avoir déposé ce bilan, il faudrait donc que l'on sache quelle est la quantité de graines qui a été reçue, l'équivalent en huile qui est ressorti, est-ce que c'est vendu où, et quelle est l'obligation qu'on s'est faite au niveau des impôts. Donc tous ces éléments-là devaient être ressortis. Il y a un élément très important également qui est là, c'est qu'au niveau du Burkina Faso, il est recommandé que toute huile commercialisée au niveau du pays devait contenir de la vitamine A. Donc, après vérification des installations, s'il y a une installation d'adjonction de vitamine A, tant mieux. Mais s'il n'y a pas une installation d'adjonction de vitamine A, ça veut dire que l'huilerie ne répond pas déjà aux normes et en conséquence, elle devait être écartée de la liste de ceux qui reçoivent la matière première. Et ça dit que donc c'est la matière première qui fait défaut actuellement pour le cas de l'huile. La matière première doit faire défaut parce qu'il y a eu une sortie d'ailleurs de la direction générale de la SN CITEC pour dire qu'elle ne dispose pas de matière première pour produire la quantité qu'il faut. Vous aurez constaté que ces produits-là manquent véritablement. Et ce qui est sûr, c'est que s'ils doivent passer par la graine de soja, le prix va changer. Alors, je voudrais bien qu'on revienne sur le sucre concernant le coût et un malentendu aussi entre commerçants et le ministère du Commerce, j'ai envie de dire. Parce que concernant le prix du sucre, 800 francs pour d'après les chiffres du ministère du Commerce, 800 francs pour le sucre en carreau et 650 francs pour le sucre en poudre, comme on l'appelle communément. Les commerçants disent que ça ne les arrange pas justement de vendre à ce prix. Ils vendraient à perte s'ils doivent respecter ces prix-là. Comment vous expliquez ça? Bien, il y a des réalités objectives face auxquelles il va savoir se conformer. Si le coût de production du sucre permet de sortir donc un produit à un prix donné, la SN et Sosuco ne saurait descendre en dessous de cette valeur. Si également quelqu'un qui vient s'approvisionner à la SN Sosuco depuis Vamfora pour aller vendre son produit à Kaya, naturellement, il ne peut pas le vendre au prix dont ils disent, parce qu'il y a le coût du transport tout de même. Donc, il faut que les prix soient donnés en fonction des régions, de façon à ce que le consommateur se rassure qu'il n'est pas l'objet, en tout cas, du prix quelconque. Voilà. Mais ne pas du tout avoir, ça c'est le grand risque. Donc, mais si les commerçants disent qu'il y a une difficulté quelconque liée au fait qu'ils ne peuvent pas rentabiliser leur activité, il faudrait que objectivement l'on s'asseye et que l'on fasse une structuration des prix en ce moment pour sortir le prix normal, ce que nous faisons habituellement d'ailleurs avec le ministère en charge du commerce.
C'est ça, donc le prix normal. On sait que pour les autres localités, il y a quoi? Souvent, à Gawa, on entend, rien qu'hier, on entendait que c'était 25 francs de plus lié au transport, certainement. Mais pour Ouagadougou, par exemple, moi, je connais des boutiquiers qui ont dit que ça sera difficile, par exemple, de vendre ce type de sucre-là parce que bon, le prix auquel les autorités nous demandent de vendre, si on vend ça, ça ne va pas nous arranger. Donc, ils préfèrent ne même pas faire venir le sucre. Oui, l'activité du commerçant, c'est ça. S'il n'a pas une plus-value sur ce qu'il vend, il va de soi que c'est mieux pour lui de ne pas vendre. Il ne vend pas aux yeux du consommateur, mais il vend à la recherche donc d'un profit. Dans ces conditions, il faudrait effectivement que le gouvernement voit. Ce n'est pas obligé de plafonner les prix de façon à ce que on dise oui, voilà le prix du gouvernement. Mais si d'aventure il y a une réalité objective face auquel les commerçants sont confrontés, il faudrait attaquer cela. Et je crois que ça mérite quand même des rencontres avec les commerçants de façon à pouvoir arrêter le prix qui sied, afin que le consommateur ne puisse pas manquer le produit en fait. La finalité en fait c'est ça. Pour le cas du riz maintenant, parce que le riz aussi, surtout concernant le coût, c'est difficile pour les ménages actuellement. Et le cas du riz, on peut dire qu'une solution est annoncée. Parce que la SONAGES informe de la vente de riz sur des camions après avoir fait justement une première expérience. L'objectif, c'est la régulation des prix du riz sur le marché, selon justement le DG de la SONAGES. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Oui, c'est une très bonne opération, mais il ne faudrait pas que ce soit du saupoudrage. Parce que les quantités qui sont mises à la disposition des consommateurs ne sont pas suffisantes. Voilà, à chaque fois que le camion arrive dans une localité, il est pris d'assaut et en un temps record, le produit est terminé. D'une part. D'autre part, il nous est revenu dans certaines localités où malheureusement il y a des pratiques autour de ces camions-là. Donc il va falloir que le ministère en charge... Des pratiques, éclairez-nous davantage. Oui, on dit qu'on met ça à la disposition des personnes vulnérables. Donc de la population de façon générale. Il ne faut pas que d'autres personnes contournent cela pour pouvoir venir s'approprier alors qu'elles ne sont pas aussi vulnérables. D'accord. Voilà, pour le partir, ramener ça dans des boutiques. Pas le partir mettre dans les boutiques, mais je veux dire que ils n'ont qu'à prendre les dispositions de façon à ce que si c'est pour les paysans, que ce soit pour les paysans, si c'est pour les fonctionnaires, que ce soit pour les fonctionnaires. D'accord. Voilà. Ou alors c'est pour tout le monde et en ce moment, bon, on n'y peut rien. Mais dans le fond, il faut dire la vérité. Si c'est pour les paysans, qu'on donne exclusivement aux paysans. Et je crois que l'utilisation aussi de la CNIB devait en démontrer. Voilà. Alors, est-ce que cela va permettre de mettre fin à la surenchère, surtout qu'il y a des spéculations généralement au moment de la vente des céréales de la SONAGES? Ça ne peut pas permettre de mettre fin à la surenchère si c'est une opération purement ponctuelle comme celle-là. Il faudrait que ça se répète une fois, deux fois, trois fois, voire 4 fois, N fois s'il le faut. Comme ça, ça peut effectivement dissuader ceux-là qui font des stocks pour attendre des périodes assez difficiles. Et ça, c'est surtout en lien avec le maïs, parce que le maïs, depuis la récolte, le prix ne fait que grimper. Et si effectivement on arrivait à disponibiliser le maïs en quantité suffisante, ça peut atténuer la spéculation qui est faite autour de ce produit. Parce que pour des gens qui vont acheter le maïs à 12 000 voire 15 000 maximum et qui vont le revendre par la suite à 30 000 ou 35 000, je crois que la spéculation elle est importante. L'année dernière, les gens ont acheté le sac de 100 kilos de petits mil à 50 000 dans certaines zones. Donc c'est des réalités objectives qui sont là
et qui devait quand même amener les autorités à prendre les dispositions pour un temps soit peu soulager la population en lien avec donc cette spéculation qui est en face. Et pour cette vente dans les quartiers, comment la SONAGES devrait s'organiser pour permettre à toute la population d'avoir le riz et moins cher? Bien, ce que nous avons regretté dans cette opération, c'est la non-implication aussi de la Ligue des consommateurs, donc de la société civile, de façon à ce que nous aussi nous fassions un rapport en lien avec la réalité que nous avons trouvée sur le terrain. Lequel rapport devait permettre, s'il y a des perspectives, d'améliorer certaines choses, s'il y a des failles quelque part. Voilà, ça c'est le regret, c'est la première des choses que nous disons. Mais la deuxième des choses, c'est qu'il faudrait que la Sonabel, pour une première, c'est à féliciter. Il y a moins de coupures cette année. Pour une fois, c'est à féliciter. Parce que effectivement, mettre du riz à la disposition des acteurs de cette manière, des consommateurs de cette manière, c'est vraiment vous parlez positif. toujours de la SONAGES, j'ai pu entendre son appel. Ah non, donc, c'est SONAGES, autant pour moi. Pour une fois, donc, c'est des actions à féliciter, mais pour autant, il faudrait que ce soit des actions bien suivies pour que ça réponde effectivement aux ambitions de départ qui sont de voler au secours de consommateurs démunis. Il faut suivre cela de près pour éviter à ce que par la suite ça ne puisse être récupéré par des tierces. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement n'est pas en train de faire une concurrence déloyale aux commerçants? Vendre du sucre, ensuite le riz. Et il y a une pratique principalement au niveau du Burkina qu'il faut que le gouvernement aussi s'attelle à éradiquer. Cette pratique, c'est vouloir affamer la population pour se faire de l'argent. Ça, nous n'appellerons pas ça une concurrence déloyale, mais nous appellerons peut-être ça un secours à des nécessités. C'est un secours à des nécessités. Le message est bien passé. Monsieur Traoré, le ministère du Commerce organise souvent donc, des sorties de contrôle sur le terrain pour voir en termes de qualité des produits, prix, le respect des prix. On a vu en fin 2024, c'était assez d'opérations intensifiées également. Alors, est-ce que vous êtes souvent associé pour ces sorties? Oui, nous sommes souvent associés. Et nous voulons profiter de l'occasion pour féliciter le ministère par rapport à cette offensive aujourd'hui contre les produits de mauvaise qualité. Nous avons vu que particulièrement en 2024, ça ne s'est pas limité seulement dans la ville de Ouagadougou, mais ça s'est étalé sur l'ensemble du territoire. Et là, c'est à féliciter, d'autant plus qu'à travers ces sorties, il y a une sensibilisation qui est faite à l'endroit des consommateurs pour que ceux-ci soient dorénavant vigilants. Mais la sensibilisation aussi est faite à l'endroit des commerçants parce que nombreux sont ceux-là qui ne faisaient même pas attention à ça. Ils achètent le produit et puis ils se mettent à vendre. Alors que le plus souvent, quand ils vont acheter, c'est déjà périmé, mais ils ne le savent pas. Ils ont acheté et puis, bon, pour eux, ils vont faire du profit. Le consommateur aussi, naïvement, il achète. Le plus souvent, là où c'est récurrent, c'est le fait que c'est des consommateurs qui sont lettrés. Mais quand ils vont pour acheter les produits, ben, ils le prennent comme ça et puis ils vont. L'exigence là doit permettre de se protéger. L'exigence doit permettre de mieux préserver en tout cas sa santé. D'autant plus que lorsque vous allez dans un magasin, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure avec les pâtes alimentaires, vous voyez du lait dans des sachets posés sur des étagères. Vous ne savez pas qui l'a fabriqué, quelle marque. C'est la date de péremption, c'est quand, la date de fabrication, c'est quand, alors que c'est un produit destiné
à une partie donc de la couche vulnérable de la population. Je veux parler des malades, je veux parler des femmes enceintes, allaitantes, des enfants. Alors, cette partie de la couche vulnérable, si elle doit encore prendre des produits qui sont périmés, vous voyez qu'on compromet dangereusement la santé donc de la population. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention des consommateurs d'abord sur la vigilance dont ils doivent faire sienne et des commerçants aussi, pour que ceux-ci ne tombent pas dans le bourbier de ceux-là qui veulent en tout cas faire du profit. Et parce que tous ceux-là qui ont subi, qui ont fait l'objet de contrôle par les services donc du ministère du Commerce, où on a retiré des produits, il y en a même auxquels on a infligé des amendes, mais ils ne les méritaient pas si c'était vraiment pas intentionnel. Mais du coup, comme ils se sont laissés berner par leurs grossistes, du coup c'est eux qui payent les pots cassés. Voilà. Donc il faut qu'ils les évitent pour ne pas tomber dans ce qui n'est pas bon. Certains burkinabés pensent aujourd'hui que la LCB ne défend pas assez les consommateurs ou ne se bat pas assez pour les droits des consommateurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, le chantier est très vaste. Et c'est cette impression qui va être donnée. Sinon, le chantier est très vaste et chaque jour que Dieu fait, soit nous avons des dénonciations que nous transférons et éventuellement nous participons à l'élaboration d'un certain nombre de textes qui servent d'outils à ceux-là même qui sont chargés de faire le contrôle sur le terrain, qui ont le rôle régalien du contrôle sur le terrain. Et je crois que ça c'est très important pour ce qui nous concerne. Et d'autre part, il faut aussi reconnaître que les moyens nous manquent énormément, d'autant plus que c'est du bénévolat que nous faisons. C'est une association, c'est du bénévolat que nous faisons, contrairement à ceux qui pensent que c'est un pan de l'administration. Non, ce n'est pas un pan de l'administration, c'est du bénévolat. Tous ceux qui sont à la LCB ne sont pas payés mensuellement, hormis les agents d'appui et puis le secrétariat. Voilà, donc pour dire que vous avez des limites. Il y a un effort, un grand effort qui est fait. Et nous avons sur le terrain toute une panoplie, en tout cas, de besoins. Et nous faisons ce que nous pouvons. Et rassurez-vous que il y a des résultats et beaucoup de résultats. Je disais, c'est justement le fait que ce soit une association du bénévolat, il y a des limites quand même dans vos actions. Oui, même une structure publique a des limites. Donc ce n'est pas une structure associative, une ONG qui n'a pas de limites. Il y aura bientôt les fêtes, donc que ce soit Ramadan, que ce soit la fête donc de Pâques. Qu'est-ce que vous conseillez aux consommateurs? Alors ce que nous conseillons aux consommateurs, c'est que nous leur avons toujours dit, soyez vigilants. Vous allez acheter un produit, la première chose c'est de chercher à voir qui l'a fabriqué, quand il l'a fabriqué et quand ça se périme. Parce que quelqu'un qui fabrique un bon produit ne va pas se cacher. Il mettra son adresse parce qu'il sait que ça c'est apprécié, ça sera apprécié. Alors, quelqu'un également qui fabrique un produit, qui le met sur le marché, devait objectivement dire quand il l'a fabriqué et éventuellement quand est-ce que ça se périme. Ça c'est au niveau des produits alimentaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour ce qui est de votre question. C'est effectivement une période de forte consommation et il y en a qui profitent, en tout cas les gros malins profitent pour déverser sur le terrain des produits de mauvaise qualité. À nous d'être exigeants et très vigilants. Posez la question aux vendeurs si vous avez des doutes et éventuellement si vous n'êtes pas satisfait, vous ne voulez pas prendre, dites-lui pourquoi vous n'allez pas prendre. Et le courage de lui dire je n'achète pas parce que ceci, cela. Et je crois que c'est des choses qui rentrent dans la tête et par la suite, à un moment donné, ils prendront les dispositions qui sied de façon à éviter des pratiques du genre. Merci beaucoup.
Alors, nous avons épuisé notre temps d'entretien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir invités. Merci aux consommateurs. Et bon mois de carême à tous, Merci. que ce soit musulmans ou chrétiens. Bon mois de carême, que l'on se retrouve après le carême en bonne santé. Merci Et beaucoup. courage également aux autorités dans les démarches pour la protection du consommateur. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Dasmane Traoré est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso et il était notre invité ce matin. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Et nous sommes là, de retour sur ce plateau. On vous amène à découvrir ou redécouvrir justement une marque de boisson et dont le promoteur, le responsable de cette marque est sur le plateau. Il est technicien à Savane Média et entrepreneur, j'ai envie de dire. Ernest Zida, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Tu m'appelles madame. Tu vas bien, j'espère. Oui, ça va très bien. D'accord. Et Ouais. comme je disais, tu es technicien à Savane Média. Effectivement. Donc, voilà. Et aujourd'hui, entrepreneur, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que Ernest a fait comme étude avant de se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Merci de m'avoir posé cette question. Et je profite avec votre micro pour saluer tous les personnels de Savane Média. Merci. Et salue aussi les responsables de Savane Média. Et salue également le nouveau directeur qui a pris fonction le samedi passé. Voilà, que Dieu le veille sur sa nouvelle mission et qu'il réussisse dans tout ce qu'il va entreprendre au sein de cette entreprise. Amen. Voilà. Alors, Ernest. Comme on le dit concernant votre question, on dit tout ce qui existe a déjà été existé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a été déjà fait dans le passé. Donc, quand je partais à l'école, je faisais déjà mon entrepreneuriat. Ok. À l'âge de 9 ans, et j'étais en classe de CE2 et j'étais avec ma grand-mère. En ce moment, quand je quitte à l'école, je dépose mon sac, je vais directement au marché. Et quand j'arrive au marché, je pars voir les commerçants et puis ils me donnent les marchandises et puis je promène et puis je vends. Ah oui. Ouais, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y avait des femmes qui vendaient des jus. D'accord. Et chaque fois quand je pars au marché, elles m'appellent pour donner les jus avec Oui. une glacière et puis voilà, je promène et puis je vends. Voilà, donc en ce moment, je ne voulais pas aussi abandonner l'école parce qu'au début, et c'est moi qui j'ai décidé d'aller à l'école. Parce que mes parents ont refusé pour que je parte à l'école. Et j'ai même pleuré pendant plus de 3 jours pour qu'elle puisse accepter pour que je puisse aller à l'école. Maintenant, quand je suis arrivé en classe de terminale, et j'ai remarqué que la motivation qui me motivait d'aller à l'école a vraiment diminué. Donc je n'avais pas cette envie même de continuer. Mais comme c'était mon choix, je ne pouvais pas abandonner le choix. Yes. Donc j'étais obligé de lutter pour avoir mon bac. Et puis voilà, je vais chercher à faire autre chose. Ok. Donc oui, Dieu merci. En 2019, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai obtenu mon baccalauréat. Maintenant, ils m'ont invité, c'est pas invité, excusez-moi, ils m'ont orienté à l'université Thomas Sankara en 3. Ah oui. Maintenant, quand je suis arrivé, ils savaient que bon, ils ne pouvaient pas continuer, mais j'étais obligé d'aller quand même me présenter. Et c'était la première et la dernière fois que je suis allé à l'université. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait pas ma place là-bas. Donc, c'est en ce moment, l'idée est revenue dans ma tête encore que pourquoi pas continuer ce que tu faisais avant. D'accord. Donc, c'est. Revenir à Voilà. l'entrepreneuriat. Donc, depuis 2020 que l'idée est venue dans ma tête, et de pourquoi pas créer une marque comme ce que je faisais quand j'étais petit. D'accord. Voilà. Et ça a donné Et voilà. Matteo Et c'est depuis, Orus. ouais, effectivement. Ça signifie quoi ça, Matteo Orus? Matteo Orus, comme on le dit, tout est esprit, l'univers est mental. Donc dans chaque chose dans la vie, il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Mais Matteo Orus aussi a ces deux aspects. Ok. L'aspect matériel a été choisi selon ses composants. Il y a le menthe, il y a le thé, il y a l'eau et puis il y a le miel. Ça, ce sont les composants. Voilà, les composants de façon matérielle. Maintenant, l'aspect physique, et nous voyons que dans le panthéon égyptien, nous avons des divinités telles que la déesse Mat. La déesse Mat incarne l'équilibre. Ok. Il y a le dieu Thoth qui incarne la connaissance, et il y a la déesse Hathor qui incarne la maternité
tout ce qui est fertilisant, et puis il y a le dieu Horus, qui est le dieu protecteur des pharaons. D'accord. Tu es allé chercher en Égypte. Voilà, donc le nom n'a pas été choisi au hasard. Donc, tu es allé il faut dire que Ernest fait un peu aussi, je vais dire quoi, de la réflexion sur le coaching. Voilà. Il lit beaucoup, il est vraiment dans ça aussi, pour que les gens comprennent. Voilà pourquoi tu es allé chercher le nom dans les divinités grecques et autres. Non, égyptiens, le panthéon égyptien. Africain. Je vous rappelle que nos anciens... nos ancêtres étaient les Noirs, oui, qui étaient en Égypte. Voilà. Donc c'est pourquoi pas choisir un nom qui va réveiller la valeur même de notre nature première. D'accord. Ok, bon, comme on est là, merci pour l'historique. C'est quoi en fait, si on consomme ce Matteo Horus, qu'est-ce qu'on a comme bienfait? Bon, Matteo Horus a plusieurs aspects positifs dans la nature de l'homme. Comme ces fruits, ça a été fait de façon naturelle. Et comme vous voyez, la mangue permet de renforcer le corps. Il y a le théodo aussi, qui a des oxydants, tels que les vitamines. Et puis voilà, ça permet aussi la régénération, comme je disais, le menthe. Le menthe permet de régénérer le corps. Voilà. Pour le jus, donc il faut dire que Matteo Horus, ce sont des jus naturels. Effectivement, 100% naturel, parce que nous avons opté pour le naturel. Nous ne voulons pas ajouter des produits chimiques et après ça va nuire à la santé de l'homme. Qu'est-ce que ton équipe et toi vous proposez en termes de variété de jus? Qu'est-ce que vous retrouvez? Moi j'ai quoi? C'est du théodo ici? Oui, nous avons dans Matteo Horus, nous avons la saveur mangue, la saveur théodo et tamarin. Ok. Donc plusieurs saveurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur la qualité déjà même de ce produit-là? Bon, comme je vous le disais, parce que on a remarqué que la plupart de ce que nous consommons, on consomme de ce qui n'est pas fait de façon naturelle. La plupart des produits que nous consommons, ce sont les produits qui contiennent des produits chimiques. Voilà, donc Matteo Horus est purement naturel, fabriqué au Burkina Faso avec les produits burkinabés. D'accord. Donc c'est pour préserver aussi la santé justement des consommateurs. Est-ce que tout le monde peut consommer Matteo Horus? Oui, comme c'est naturel, je crois bien que tout le monde, même bébé, femmes enceintes, même les vieux, toute personne peut voir. Ok. Voilà. Alors il est à combien? Je veux les différents prix en fait. Comme actuellement nous sommes dans le mois de carême, voilà, nous sommes en promotion. C'est ça. Et voilà, cette promotion, on vous donne à 450. L'unité. L'unité, 450 l'unité. On fait un carton de 24. Les cartons de 24, on vous donne à 8400. Voilà. Est-ce que pour ça, c'est vraiment pour la consommation individuelle, est-ce que les grossistes peuvent venir auprès de vous pour ensuite revendre au niveau des boutiques? Bon, je sais que pour les grossistes, ils ont leur prix à part, on ne dira pas forcément, mais est-ce qu'ils peuvent venir pour avoir votre produit sur les rayons d'alimentation et autres? Effectivement, nous avons pour les grossistes, nous avons fixé un prix pour les grossistes, ceux qui veulent prendre et puis revendre. Et puis il y a aussi pour... Au Burkina Faso, nous faisons les livraisons. D'accord. Tout grossiste qui veut commander le jus Matteo Horus, nous livrons partout au Burkina Faso ici. Voilà. D'accord. Et puis, est-ce que on peut se rassurer concernant les conditions de fabrication, les normes d'hygiène et tout bon, la propriété, c'est bien propre. Par exemple, nous avons tenu compte de ça. Et pour ne pas nuire à la santé de l'homme, nous avons pris toutes nos dispositions pour qu'il y ait la propriété. Donc c'est sain et naturel. D'accord. Voilà. À ce jour, où est-ce qu'on peut retrouver Matteo Horus? Est-ce que vous l'avez installé? Voilà, nous sommes situés à Sissin, précisément à côté du rond-point, non loin de la Bank of Africa. Bon, ok, donc vous êtes à Sissin, non loin du rond-point. Si vous partez vers l'ancien siège de Savane, donc au niveau du grand rond-point, vous êtes à côté là-bas. Ouais. Ok, maintenant, peut-être un contact pour tous ceux qui souhaiteraient avoir les jus, que ce soit en gros ou en détail. Bon, tous ceux qui souhaitent commander les jus ou tous ceux qui veulent prendre pour le carême, comme nous sommes dans le mode de carême, pour
faire les ruptures, tout ça. Donc, vous pouvez contacter le numéro 07 78 81 70. Il y a le 58 90 90 35. Il y a le 01 04 84 35. On va rappeler doucement les contacts. Il y a le 07 78 81 70. Il y a le 58 90 90 35. Il y a le 01 84 04 35. D'accord. Merci beaucoup et vous avez la possibilité d'en acheter pour les périodes de fête, pour la rupture d'abord. Et puis, je rappelle que ce sont des jus naturels comme Ernest. Effectivement naturel. Quel est ton message à l'endroit maintenant des téléspectateurs par rapport à ta marque de boissons naturelles que tu as créée aujourd'hui? Et le message que j'aimerais partager à mes frères et sœurs de l'Afrique et du monde entier est que j'ai remarqué depuis un bout de temps, depuis un fort temps même, que ce que nous consommons, ce que nous faisons vient de l'extérieur. La plupart de ce que nous consommons, de ce qu'on porte, les habits, tout ça vient de l'extérieur. Je me suis demandé pourquoi, il y a quel souci, pourquoi on n'est pas à créer nous-mêmes nos propres trucs. Donc, j'aimerais inviter à tous mes frères à consommer ce qui vient de chez nous. Si nous ne valorisons pas ce qui vient de chez nous, qui va venir valoriser nos produits? Si nous ne consommons pas ce qui vient de chez nous, qui va venir consommer ça? Donc d'abord, nous devons nous valoriser d'abord avant que les autres nous valorisent. Si tout en nous, en train de valoriser les produits des autres, c'est bien, mais bon, d'abord on doit nous valoriser d'abord avant de valoriser les autres. Donc le premier choix que nous devons choisir, c'est nous-mêmes. Voilà, donc on doit consommer ce qui vient de chez nous d'abord avant de chercher les autres. D'accord. Donc je vous invite à consommer Matteo Aurus. Matteo Aurus, rappelle-nous justement le prix. Le prix est à 450. 450 francs, voilà, pour ce type de bouteille. Et tu as dit c'est 3 saveurs pour le moment. Il y a 3 saveurs, le thé d'eau, la mangue et le tamarin. D'accord. Merci beaucoup Ernest et puis on te souhaite bon vent. Merci beaucoup. Nous encourageons l'entrepreneuriat, surtout des jeunes. Donc voilà, on va déguster, comme si je n'avais pas déjà goûté, mais on va déguster encore donc ces jus-là ensemble et puis on vous invite en tout cas à découvrir encore Matteo Aurus. On va regarder le spot publicitaire de Ernest, surtout de la marque Matteo Aurus. C'est la boisson des élus. C'est le slogan justement de Matteo Aurus. Merci en tout cas de votre attention. Merci à Ernest également. Merci bien. Merci de m'avoir reçu sur le plateau. Je t'en prie. On va clore ensemble cette aventure parce que on s'arrête ici pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain à partir de 7h30. On se retrouvera également, Inch'Allah, pour encore d'autres aventures. Portez-vous bien et on se dit